Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du chapitre 20 du traité théologico-politique de Spinoza. Donc, on avait, dans la première vidéo, expliqué le premier paragraphe qui est assez long. On continue. Je lis tout de suite le paragraphe, enfin le début du paragraphe suivant. Peut-être avant, je rappelle que ce qui a été établi dans le tout début de ce chapitre, c'est qu'il est impossible de posséder totalement la pensée d'autrui. Autrement dit, d'une certaine manière, la liberté de penser, on pourrait le dire de cette manière-là, est inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la supprimer, en tout cas pas totalement, de l'individu concerné. Et donc dans ce deuxième paragraphe, Spinoza nous dit la chose suivante: si considérable que soit donc le droit, dont une souveraine puissance dispose en tout domaine, si fermement que lui soit reconnu son rôle d'interprète, et du droit humain et du culte le plus fervent, jamais cependant les sujets ne pourront être empêchés de porter des jugements de tout ordre à leur gré, ni de ressentir tel ou tel sentiment à titre individuel. Donc, pas grand-chose de nouveau pour l'instant. Spinoza insiste d'une certaine manière dans ce passage ou dans ces deux phrases. Donc, en disant la chose suivante, c'est que même si évidemment l'autorité politique dispose d'une puissance qui est incomparable par rapport à la puissance de chaque individu isolément, même si cette autorité politique dispose d'une légitimité qui est évidemment supérieure à celle de l'individu pris isolément, il n'empêche que, de toute façon, les hommes, les êtres humains, vont juger comme bon leur semble et également ressentir les choses comme bon leur semble. Et là, je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question d'opinion et de pensée. On avait parlé la dernière fois un peu de la question du goût, c'est-à-dire que, évidemment, quand on prend en compte les sentiments, les affections, voire les sensations, on ne peut pas empêcher quelqu'un de ressentir ou de sentir les choses à sa manière qui lui est propre. Et donc, ce qui est vrai déjà de la pensée, des opinions, peut-être l'est encore plus quand on prend en compte la sensibilité de chacun. Alors, dans la phrase suivante, Spinoza va apparemment concéder quelque chose, puisqu'il nous dit la chose suivante: il est bien entendu que la souveraine puissance a le droit de considérer comme ennemis les hommes qui ne partageraient pas absolument sa propre manière de voir dans tous les cas. Alors, ça mérite une explication parce qu'on a l'impression au premier abord d'une contradiction, puisque Spinoza nous dit que l'autorité politique, elle peut considérer que quelqu'un qui ne pense pas comme elle désirerait que la personne pense, que cette personne peut être considérée comme un ennemi. Alors, quand il dit la puissance politique ou l'autorité politique a le droit, là ça mérite un rappel qui renvoie à d'autres passages du traité théologico-politique, c'est-à-dire que le droit pour Spinoza, c'est avant tout une question de capacité. Et évidemment, la puissance publique, la puissance politique, l'autorité politique a une capacité, c'est-à-dire un pouvoir, qui est bien plus grand que le pouvoir de l'individu. Donc de ce point de vue-là, mais de ce point de vue-là uniquement, il est tout à fait possible que l'autorité politique considère comme ennemi un jugement, par exemple, qui serait complètement différent du sien. Et Spinoza va tout de suite préciser ce qu'il veut dire en disant la chose suivante: mais pour le moment,
Ce que nous cherchons à établir, ce n'est pas le droit maximum de la souveraine puissance, c'est la conduite pour elle la plus avantageuse. Ah, alors là, il y a une distinction. C'est-à-dire que l'autorité politique, elle peut porter atteinte à la liberté de penser. Elle en a la capacité. Mais est-ce que ça lui est profitable? Donc là, vous voyez, il y a une question de calcul un petit peu. C'est-à-dire que si l'autorité politique n'interdit pas la liberté de penser, c'est sans doute aussi dans son propre intérêt. C'est ça que Spinoza va essayer de nous faire comprendre. Et il poursuit son raisonnement, toujours sur la même idée, de la manière suivante. Nous ne contestons pas qu'elle puisse légalement exercer le règne le plus violent et faire mettre à mort des citoyens pour un motif futile. Donc Spinoza va très loin, puisqu'il envisage même qu'on pourrait mettre à mort le citoyen qui ne pense pas comme il faut, pourrait-on dire. Mais une telle conception de son rôle, de la vie unanime, heurte le jugement raisonnable. Ah, ça heurte le jugement raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que, d'une certaine manière, cette violence, qui serait une sorte de violence maximale, ne serait pas bénéfique pour l'autorité politique. À la limite, on pourrait même dire que ça la fragiliserait. Ça la fragiliserait pourquoi? Et on va le voir un petit peu après. Ça la fragiliserait parce que, en réalité, même en usant des pires moyens de contrainte, voire même de la mise à mort, même en usant de ces moyens extrêmes, elle ne pourrait pas empêcher la liberté de penser. Donc elle a le pouvoir de faire quelque chose, mais quelque chose qui ne produirait pas des effets qui sont dans son propre intérêt. Et Spinoza rajoute, cette appréciation n'est même pas assez forte. Comme la moindre manifestation violente ne manquerait point de mettre en danger tout l'État, nous pouvons affirmer que la personne souveraine ne dispose pas de la puissance, ni par conséquent du droit de l'accomplir. Car on se rappelle que le droit du souverain est à la mesure de sa puissance. Alors, c'est un passage assez compliqué en fait, parce que si on le lit de manière un peu rapide, on a l'impression qu'il y a une contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction. Si on prend les termes exacts, ce que veut dire Spinoza dans ce passage, c'est que, évidemment, la puissance souveraine, la puissance dominante, elle a la possibilité de considérer comme ennemi toute personne qui ne pense pas comme elle. Elle a cette possibilité-là. Mais cette possibilité-là, quelque part, se retournerait en son contraire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le pouvoir d'empêcher la liberté de penser. Elle peut essayer de l'empêcher, elle peut prétendre l'empêcher, elle peut utiliser les pires moyens pour essayer de l'empêcher, ça c'est possible, mais elle n'atteindra pas son but, qui serait de supprimer la liberté de penser. Et la fin de ce paragraphe insiste bien sur l'idée que le droit du souverain, il est exactement synonyme de sa puissance. C'est-à-dire que finalement, le souverain peut essayer, il peut menacer, mais même en essayant et en menaçant, il ne parviendra pas au but qu'il s'est fixé. Et donc, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, l'État n'a pas la puissance de nuire complètement ou d'empêcher complètement la liberté de penser. Alors, Spinoza continue en disant la chose suivante, donc là on est au paragraphe 3 du chapitre, nul, disions-nous, ne saurait aliéner sa liberté de juger, ni de penser ce qu'il veut, et tout individu, en vertu d'un droit supérieur de nature, reste maître de sa réflexion. Par suite, ce serait s'exposer à un désastre certain
que de vouloir obliger les membres d'une collectivité publique, dont les opinions sont diverses voire opposées, à conformer toutes leurs paroles aux décrets de l'autorité souveraine. Même les citoyens d'intelligence avertis, pour ne point parler de la foule commune, sont incapables de garder suffisamment le silence. Les hommes ont d'ordinaire le grand tort de confier à d'autres leurs projets, même lorsqu'il ferait mieux de se taire. Alors ici, c'est important parce qu'il commence à parler non plus simplement de la liberté de pensée intérieure, mais il commence à évoquer la liberté d'expression. Alors on peut souligner, comme on l'avait fait dans la première vidéo, le réalisme de Spinoza. Ce réalisme consiste à constater que les hommes, quand ils ont des opinions, et notamment quand ils sont en désaccord avec d'autres opinions, ne peuvent pas s'empêcher de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autorité politique, même en essayant d'user des moyens les plus violents qui soient, cette autorité politique ne pourrait pas empêcher un certain désordre, puisque si elle essaye d'empêcher la liberté d'expression, cette fois, elle n'y parviendra pas. Et donc, de ce point de vue-là, elle n'a pas intérêt à produire une sorte de contradiction, c'est-à-dire à essayer de faire quelque chose qui ne produit pas l'effet attendu. Autrement dit, l'idée finalement fondamentale de ce passage est assez simple, c'est que l'État, en voulant être très autoritaire, en gros, ferait aveu de sa propre faiblesse, puisque son autorité ne parviendrait pas à être respectée. Donc, une autorité politique exercerait un règne d'une violence extrême si elle refusait à l'individu le droit de penser, puis d'enseigner ce qu'il pense. Elle donnera au contraire des preuves de modération en accordant cette liberté à tous. Alors, on voit que ici, l'idée de Spinoza, c'est que le fait de respecter la liberté de penser et la liberté d'expression, ce n'est pas simplement un principe favorable aux individus, même si c'est bien sûr aussi ça, mais c'est un principe qui est également favorable à la puissance de l'État, à la puissance dominante, à la puissance qui a l'autorité. Puisque en accordant la liberté de pensée et d'expression à chacun, elle va permettre au droit naturel de chacun de s'exercer et elle va en quelque sorte produire une cohérence, c'est-à-dire qu'elle va accepter, elle va autoriser ce qui, de toute façon, même en étant interdit, s'exprimerait quand même. Donc c'est dans l'intérêt de la puissance politique. Donc on voit que ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est que Spinoza ne se place pas uniquement du point de vue du peuple, du point de vue des sujets qui obéissent, il se place aussi du point de vue de la puissance dominante. La puissance dominante a intérêt à faire ce qu'elle est en capacité de faire. Et ce qu'elle est en capacité de faire, on va le voir tout de suite dans le passage qui suit, ce qu'elle est en capacité de faire, c'est d'obliger les citoyens à obéir dans leurs actes. Et là, on va donc rentrer dans une discussion un peu différente par rapport au début du chapitre. C'est que on peut interdire des actes. La contrainte peut fonctionner dans ce cas-là. Mais ce ne sont que les actes. Autrement dit, l'autorité politique a un pouvoir sur les actions qu'elle n'a pas sur la pensée. L'autorité politique peut restreindre les actions, mais ne peut pas restreindre la pensée. Et donc il va se produire quelque chose d'assez surprenant que Spinoza va développer dans la suite du chapitre, c'est que en réalité, ce qui compte dans un État, quel qu'il soit, quelle que soit
son type de régime. Ce qui compte dans un État, c'est l'obéissance à la loi, mais l'obéissance en termes d'action. Et donc, évidemment, cela signifie que on peut très bien critiquer une loi et y obéir quand même. Alors on verra que ce n'est pas sans poser certains problèmes, hein, que peut-être Spinoza n'aborde pas directement, mais qu'on posera, hein, puisqu'évidemment, on peut se dire, mais quand même, si la loi est proprement scandaleuse, si on me demande de faire des choses qui sont extrêmement dangereuses ou violentes, est-ce que je dois me contenter de critiquer, mais d'obéir dans mes actes? Alors là, il y a une discussion qu'on aura qui est assez complexe, en fait, parce que finalement, évidemment, il y a peut-être des situations dans lesquelles il faut désobéir, mais comment trouver la limite? C'est-à-dire comment savoir qu'une loi est suffisamment scandaleuse pour qu'on doive y désobéir, et comment savoir quand une loi n'est pas très bonne mais pas scandaleuse qu'il faut obéir tout en critiquant. Alors ça, c'est effectivement un problème qui est assez complexe. Alors Spinoza continue en disant la chose suivante. Il n'est toutefois pas question de nier que la majesté puisse se trouver lésée par des paroles aussi bien que par des actions. Par conséquent, bien qu'il soit impossible d'enlever complètement au sujet la liberté de s'exprimer, il ne serait pas moins pernicieux de la leur accorder en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous aurons la tâche de rechercher dans quelle mesure la liberté de penser et de s'exprimer peut et doit leur être laissée sans qu'elle vienne à menacer ni la paix de la communauté publique, ni le droit de la souveraine puissance. Ainsi que je l'ai annoncé au début de mon chapitre 16, nous touchons là au problème central de ce livre. Alors là, on rentre aussi dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, hein, puisque Spinoza nous explique que la liberté totale d'expression peut être dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que certaines expressions, on en avait parlé un petit peu dans la première vidéo, certaines expressions peuvent remettre en cause l'autorité de l'État, certaines expressions peuvent encourager des actions qui mettraient en cause l'autorité de l'État. Donc finalement, ce que veut dire Spinoza, c'est que une idée, quand elle est exprimée, ne doit pas encourager la désobéissance. Autrement dit, tant que la liberté de penser, c'est la liberté de critique, elle n'a pas de limite. On peut toujours effectivement critiquer une décision politique, on peut critiquer une loi, etc. On peut toujours le faire, et d'une certaine manière, on doit le faire. Mais cette critique doit être uniquement, si on peut le dire comme ça, intellectuelle. C'est-à-dire que c'est un combat, un débat concernant simplement les idées. Mais si les idées sont des appels à des actions qui remettent en cause l'autorité de l'État, à ce moment-là, on est dans un autre cas de figure. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de figure où il s'agit d'empêcher, à travers le fait d'interdire certaines expressions, il s'agit d'empêcher en fait certains actes. Alors, Spinoza continue en disant la chose suivante: partons des principes de toute organisation en société, démontrés plus haut. Il s'ensuit avec la plus grande évidence que le but final de l'instauration d'un régime politique n'est pas la domination, ni la répression des hommes, ni leur soumission au joug d'un autre. Ce à quoi l'on a visé par un tel système, c'est à libérer l'individu de la crainte, de sorte que chacun vive, autant que possible, en sécurité, en d'autres termes, conserve au plus haut point son droit naturel de vivre et d'accomplir une action, sans nuire ni à soi-même ni à autrui. Non, je le répète, le but poursuivi
ne saurait être de transformer des hommes raisonnables en bêtes ou en automates. Ce qu'on a voulu leur donner, c'est bien plutôt la pleine latitude de s'acquitter dans une sécurité parfaite des fonctions de leur corps et de leur esprit. Après quoi, ils seront en mesure de raisonner plus librement, ils ne s'affronteront plus avec les armes de la haine, de la colère, de la ruse, et ils se traiteront mutuellement sans injustice. Bref, le but de l'organisation en société, phrase importante, c'est la liberté. Alors là, Spinoza fait une sorte de détour, c'est-à-dire qu'il revient à une question très générale, qui est de savoir ce qu'on peut dire de la finalité d'une société. Pourquoi s'organiser en société? Quel est le but essentiel? Alors le but essentiel, il le dit à la fin de ce passage, c'est la liberté. Ce qui évidemment peut nous paraître un peu bizarre, puisque au premier abord, il semble qu'à partir du moment où il y a société, il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des obligations, il y a des devoirs, ce qui veut dire que la liberté apparemment se trouve réduite. Alors Spinoza va montrer que c'est tout le contraire. En effet, supposons maintenant, le contraire de ce qu'on vient de dire, supposons que le but d'un régime politique, c'est la domination, l'esclavage, la répression. C'est-à-dire que le but d'une autorité politique, ou le but même de la création d'une société, c'est d'empêcher justement la liberté des êtres humains. Alors si on suppose cela va poser un grave problème. Parce que d'une certaine manière, cela voudrait dire que on fait quelque chose qui est contre nature. C'est-à-dire qu'un État qui serait purement répressif, c'est un État qui ferait quelque chose qui n'est dans l'intérêt de personne. C'est-à-dire que si en société, je peux faire moins de choses, si je suis plus dominé, je suis plus en état de crainte, à ce moment-là, la société perd complètement sa raison d'être. Et donc, ce que veut dire Spinoza quand il dit qu'on libère l'individu de la crainte quand on crée la société, ce qu'il veut dire, en fait, c'est que sans la société, sans l'autorité politique en particulier, sans l'État, on pourrait le dire comme ça, sans cette autorité politique, finalement, l'individu aurait une capacité extrêmement réduite, puisque l'individu ne serait pas protégé. Et là, il y a une remarque, d'ailleurs, qu'on trouve chez d'autres auteurs que Spinoza, qui est à faire, qui est la suivante, c'est qu'au fond, on ne voit pas très bien, effectivement, comment, sans État, sans société, sans autorité politique, l'homme pourrait s'acquitter de ses fonctions corporelles, spirituelles, en toute tranquillité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle parfois l'état de nature, même si l'expression n'est pas dans le passage, c'est-à-dire l'état de l'être humain sans la société, l'état de nature, c'est une sorte de fausse liberté finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles sociales, il n'y a pas de loi, mais en même temps, c'est un état, finalement une situation plutôt, dans laquelle je dois sans cesse me protéger des dangers extérieurs, parce qu'il n'y a aucune puissance publique qui me protège. Donc c'est un état d'insécurité permanente, c'est un état de crainte permanente, et on pourrait même ajouter, c'est notamment quelque chose qu'on trouvera plus tard chez Rousseau, c'est l'idée que quand on obéit à la loi, on est l'esclave de personne. C'est-à-dire qu'une loi, ce n'est pas le caprice d'un individu. Une loi, ce n'est pas simplement la décision d'un individu contre un autre individu. Une loi, c'est quelque chose qui a une valeur universelle. C'est-à-dire que finalement, quand j'obéis à la loi, je n'obéis à personne.
Et si en obéissant à une loi, ce serait pareil que l'obéissance à une personne, on pourrait dire dans ce cas c'est une caricature de loi. Donc c'est important cette idée-là, c'est que finalement le fondement de la société, hein, de ce point de vue-là, c'est la liberté. Hein, le fondement de la société, c'est la liberté, c'est-à-dire c'est de faire en sorte, hein, que l'être humain puisse développer ses capacités davantage que s'il n'y avait pas de société ou d'État. Et on peut même développer un petit peu, puisque finalement, quand il parle de l'homme raisonnable, on pourrait dire au fond, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que quand l'homme n'est pas raisonnable, il a tendance à obéir simplement par peur de la sanction. C'est-à-dire même si une loi, par exemple, est dans notre intérêt, on a tendance, hein, finalement, à obéir souvent simplement par crainte de la sanction, et s'il n'y avait pas de sanction, on aurait tendance à ne pas obéir. Je prends un exemple très simple. S'il n'y avait pas de sanction quand on ne paye pas ses impôts, hein, je pense que peu de gens paieraient leurs impôts, même si on peut par ailleurs affirmer que les impôts c'est utile, hein, puisque effectivement avec les impôts on peut garantir un certain nombre de services publics par exemple. Bon, sauf que évidemment accepter de payer des impôts volontairement, hein, c'est quelque chose qui nécessite d'être extrêmement raisonnable, c'est-à-dire de penser à long terme, de ne pas penser simplement à mon intérêt immédiat, et ça nécessite aussi de penser à l'intérêt collectif, et non pas simplement à mon intérêt personnel à très court terme. Et donc, finalement, ce qui est important, hein, dans un État, c'est de permettre aux hommes raisonnables d'être parfaitement libres. C'est-à-dire que l'homme raisonnable, en obéissant aux lois, finalement va faire quelque chose qu'il considère être non seulement dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt de tous. Voilà, donc c'est un texte important puisqu'on voit que, y compris la sécurité, hein, ici, est au service de la liberté. Hein, c'est-à-dire que être en sécurité, hein, c'est pas simplement être soumis, hein, et finalement être parfaitement encadré. Non, c'est pas ça. Être en sécurité ici doit être au service de la liberté, hein, c'est-à-dire que être en sécurité, hein, c'est justement avoir la possibilité, hein, d'épanouir, on pourrait le dire comme ça, ses capacités. Alors Spinoza continue en disant la chose suivante: nous avons vu que la constitution d'une communauté publique s'opérait dès lors à une simple et unique condition. Toute puissance de décision devait à l'avenir prendre son origine soit en la collectivité même de tous les membres de la société, soit en quelques-uns, soit en un seul d'entre eux. Donc là, en fait, il distingue différents types de régimes politiques. Hein, il y en a trois essentiellement. La démocratie, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la puissance revient à tous les membres de la société, soit en quelques-uns, ce qu'on appelle l'oligarchie, soit en un seul d'entre eux, hein, ce qu'on appelle la monarchie. Donc voilà les trois possibilités, hein, qui sont envisagées par Spinoza. En effet, puisque les hommes, laissés libres, portent des jugements très variés, puisque chaque individu s'imagine être seul à tout savoir, et que l'unanimité des pensées comme des paroles reste irréalisable, aucune possibilité d'existence paisible ne s'offrirait si tous n'avaient individuellement renoncé au droit d'agir sous l'impulsion de leurs décisions personnelles. En d'autres termes, chaque individu a bien renoncé à son droit d'agir selon son propre vouloir, mais il n'a rien aliéné de son droit de raisonner ni de juger. Donc voilà, la condition d'une communauté politique, c'est qu'on renonce à son droit naturel d'agir comme bon nous semble. Donc, l'idée est la suivante, hein, l'idée c'est que
il y aura toujours des désaccords entre les êtres humains dans une société. Donc on ne peut pas supprimer ces désaccords. Ce qu'on peut supprimer, c'est la conséquence pratique de ces désaccords. C'est-à-dire que si on autorise chacun à agir en fonction de sa propre pensée, la société n'est pas pensable. Donc ce qui compte, c'est d'accepter de renoncer à son droit d'agir comme bon nous semble, tout en conservant, comme on l'a dit précédemment, sa liberté de penser. Voilà donc pour aujourd'hui. On a un petit peu avancé dans le chapitre. On continuera donc très bientôt dans une troisième vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.